J'arrive pas à faire mon intro, c'est fou. En fait, j'ai froid. Vous savez quoi, je vais m'installer confortablement. Je pense qu'on va peut-être entendre au loin la machine à laver. Hola, bienvenue dans Clo-Clo Club, le podcast sur la créativité. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, il y a de l'amour dans l'air puisque c'est la Saint-Valentin, le 14 février. On nous le rabâche bien assez dans plein de pubs depuis quelques jours, comme chaque année. Et puis aussi dans des formats que je vois passer un peu sur les réseaux, qui me font toujours plaisir à voir en tout cas. Sur typiquement les couples emblématiques d'artistes, ce genre de choses. Bien souvent des relations toxiques. Mais c'est toujours très intéressant et ça permet de vulgariser aussi un petit peu le travail de femmes artistes qui sont souvent les grandes oubliées au détriment de leur mari. Et c'est d'ailleurs un petit peu en lien avec l'épisode de cette semaine, puisque moi aussi j'ai envie de vous parler de love et d'amour, mais pas que, et pas que d'amour romantique au sens couple, mais plutôt d'amour dans l'art de manière générale, sachant que love est le mot le plus utilisé dans la musique et je crois que l'amour de toute façon est la thématique numéro 1 dans absolument tout ce qu'on crée. J'ai plus envie de parler avec vous d'une réflexion que j'avais sur une figure dans le processus créatif qui est souvent associée à l'amour, alors que c'est pas vraiment la nature de son existence. Comment est-ce que je peux tourner ça sans faire une phrase bizarre? Peut-être en vous disant tout simplement, cette figure-là, c'est la figure de la muse. Si vous et moi, on était en couple là et que le 14 février approchait, je serais très certainement en train de vous finaliser un cadeau sur mesure, voilà, parce que j'adore créer pour les gens que j'aime. Mais les gens que j'aime, qui m'inspirent, ne sont pas forcément mes partenaires de vie. C'est beaucoup plus large que ça. Et je retrouve des muses chez plein de personnes de mon entourage, proches ou moins proches, et c'est pas un sentiment amoureux qui m'anime et qui m'amène à créer en m'inspirant de ces personnes. Et c'est là où j'en viens à la figure de la muse, qui je trouve est souvent résumée... Ah, j'ai Nouchka qui essaye de prendre le podcast. Attendez, 30 secondes. Donc là, elle vient de se glisser sous la couette à côté de moi. C'est extrêmement mignon. Je sais plus ce que je disais, ce début d'épisode est chaotique. Mais c'est ce que vous préférez, donc j'ai envie de vous dire, on va garder tout ça au montage. Ouais, la figure de la muse, pardon. Je trouve qu'elle est trop souvent associée à, du coup, déjà une femme, et qui plus est, une compagne, l'autre personne dans une relation amoureuse avec l'artiste. Et c'est hyper réducteur. Et ça réduit aussi un peu le rôle de muse à ça, à ce côté, une femme très belle, qui est là pour l'artiste, qui l'aime et qu'il idolâtre d'une certaine façon à travers son art, qu'il transcende, mais qui fait un peu objet également. Objet de l'inspiration, objet de plein de choses, mais qui n'est pas actrice dans le processus créatif. Alors qu'en fait, à la base, quand même petit rappel mythologique, les muses qui étaient... Selon les versions, des nombres différents, mais on va partir sur 9, c'est le max. Ce sont des filles de Zeus, donc des divinités, qui sont en relation assez particulière et privilégiée avec le poète ou l'artiste, de manière générale, et qui vont lui insuffler effectivement des idées dans certaines disciplines, mais surtout, elles vont lui donner accès finalement à une forme de savoir qui lui est inaccessible en tant qu'homme, qui n'appartient qu'aux divinités. Donc faire cette passation et lui ouvrir de nouvelles perspectives sur le monde, une nouvelle approche, bref, qui sont dans vraiment l'action d'insuffler l'art à un artiste qui lui va être à l'écoute et qui va pas juste faire passe-plat entre les muses et les hommes, mais qui va vraiment aussi essayer de retranscrire ça, de le sublimer. Ce rôle de muse, il est impalpable, ça reste des divinités. Et d'ailleurs, j'ai la petite liste. Alors, j'ai pris des notes et je me rends compte qu'il y en a une, je pense que j'ai noté en doublon, j'ai pas fait exprès. Elles ont chacune leur attribut et leur discipline. Principalement, on est sur la narration, donc l'histoire, l'épopée, etc., qui va ensuite s'exprimer au travers soit de la dramaturgie sur scène, soit du chant, soit de la danse, soit de la poésie. Mais il y a aussi, figurez-vous, parmi les muses, la muse de l'astronomie. Voilà, je vous apprends un truc peut-être. Moi, je ne savais pas. Dans ma tête, c'était vraiment que les arts.
Et sur le coup, en lisant ça, je me suis demandé ce que l'astronomie venait faire là. Effectivement, la notion d'astronomie n'a rien à voir avec celle qu'on a aujourd'hui. Et je pense que sur le côté narratif, sur le côté divinité, etc., il y a plein de liens, compréhension du monde et autres qui passaient par là. Si jamais vous avez des infos, n'étant pas experte ni en mythologie ni en histoire de l'art, je suis hyper preneuse. N'hésitez pas à m'écrire. Voilà, au moins ça me permettra de mourir moins bête. Donc ces 9 zouzes, elles sont là pour inspirer les poètes, les artistes. Et puis au fur et à mesure des âges, cette notion de muse qui transcende et qui est totalement immatérielle a commencé à prendre corps à mesure que l'art a pris de nouvelles fonctions et n'était plus là que pour de la représentation soit de politique, soit de divinité, mais vraiment aussi pour de l'esthétique, pour des salons, pour des commandes, pour faire passer des messages avec toute une symbolique. On a commencé à avoir beaucoup plus de modèles, que ce soit des modèles comme des nobles ou alors des modèles au sens vraiment de, notamment des jeunes femmes en situation de précarité qui faisaient ça comme métier pour gagner leur vie. Et avec tout ce changement est venue aussi cette incarnation finalement de la muse dans des vraies personnes. Ça a pris un peu corps. Et tout de suite, forcément, comme on parle de rapports principalement entre des hommes, les artistes, puisque les femmes n'étaient pas invitées à créer plus que ça, et qu'elles étaient par contre des modèles puisqu'elles étaient belles, que la beauté c'était ça qui était primé, que représentaient des femmes nues au travers de divinités dans des tableaux comme la sortie des eaux de Vénus, ce genre de choses. C'était toujours un bon prétexte pour montrer des nibards. Et montrer la beauté du coup académique, il y a beaucoup eu petit à petit ce rapport-là, mais il y a aussi eu avec la représentation petit à petit de la vie familiale, de la vie intime et de l'amour à proprement parler, l'amour qui inspire les artistes avec effectivement des représentations de leurs compagnes, leur épouse, de modèles avec lesquels ils avaient des liaisons, de leurs élèves avec qui ils avaient des liaisons, de jeunes femmes inconnues qu'ils voient passer lors d'un événement public et qu'ils vont ensuite vraiment transcender dans leur art, les fantasmer, les idolâtrer et en créer en fait tout un mythe autour. Il y a vraiment toute cette démarche qui apparaît et forcément donc le rapport homme-femme amoureux, il devient très présent dans cette définition de muse, sachant que muse n'est pas juste un modèle vivant qui va servir d'objet d'étude pour des proportions, une posture, là je parle beaucoup en dessin, mais c'est parce que c'est l'endroit le plus explicite. En musique, on se rend déjà plus compte du rôle de la muse versus d'un modèle. La muse, c'est une figure qui inspire sur la durée, qui inspire plusieurs œuvres, qui est finalement une forme de schéma redondant, qui réapparaît ponctuellement dans différentes œuvres et qui nourrit tout un travail de l'artiste. Et tout ça pour en arriver à ce qui me semble être un peu le prime de la muse et de cette figure-là, et aussi finalement d'une objectification de la femme avec le mouvement des romantiques. Les romantiques qui ne sont pas ces bons lovers du 14 février, mais bien le mouvement romantique qui est apparu en Europe, notamment en Allemagne au 19e siècle, puis en France. Vous avez une super série assez courte sur Arte, c'est une série animée sur la grande révolution des romantiques en France. C'est hyper intéressant parce que ça retrace vraiment l'intégralité de ce mouvement artistique qui va toucher finalement plein de sphères, pas que dans la création, mais aussi politique, spirituelle, relationnelle, justement entre les hommes et les femmes, avec une avant-garde d'hommes, évidemment, et au milieu, une femme qu'on adore citer comme l'artiste femme qui prouve que les femmes pouvaient créer au 19e siècle, à savoir George Sand. Et je dis que c'est un peu le paroxysme, en fait, le 19e siècle et le romantisme, tout simplement parce que c'est vraiment la figure de cette femme qui inspire, qui va prendre une place presque mystique dans certaines œuvres, qui est au centre de toutes les créations. Les femmes ont toujours été beaucoup représentées, mais là, qui plus est, ce sont des femmes qui souffrent, ce sont des femmes mortes aussi. Vraiment des sujets joyeux. Je vous invite là pour le coup à écouter l'excellent podcast et calé en histoire de l'art
contrairement à moi. Vénus s'épilait-elle la chatte ? Déjà, ce titre est formidable, mais Vénus s'épilait-elle la chatte a fait tout un épisode dédié aux femmes mortes, idéalisées au travers notamment de la peinture et des récits. C'est hyper bien et très intéressant, et c'est en ça que je dis que la femme devient un objet. Alors non pas que leurs muses étaient des femmes décédées, loin de là, elles étaient bien vivantes. Simplement, une femme vivante de ton quotidien va t'inspirer ça. C'est vraiment l'aboutissement de toute cette démarche de l'esthétique et du corps qui n'est là que pour ce qu'il est. Il n'y a même plus de jeune femme à l'intérieur, en fait. Elle est morte quand elle est représentée. Et c'est du coup assez intéressant comme évolution. Et ça n'a pas désempli par la suite, puisque dans les grandes figures de muses célèbres, donc du coup principalement des femmes, encore une fois, on retrouve Dora Maar, des années plus tard. Dora Maar, une excellente photographe qui avait son propre studio à Paris, qui a croisé la route d'un certain Pablo Picasso. Là aussi, allez écouter l'épisode de Vénus s'épilait-elle la chatte sur lui. Vous allez comprendre pourquoi on ne peut pas séparer les œuvres de l'artiste et en quoi ces œuvres en fait reflètent 100% de sa vie privée et de ses agissements, et que c'était vraiment un sale type, puisque pour exemple Dora Maar, donc il lui a en gros dit qu'il fallait qu'elle arrête la photo puisqu'elle était meilleure que lui et que lui il y connaissait rien, sauf pour prendre en photo son atelier à lui lors d'un processus de création d'une toile, mais c'est lui qui est l'objet central de la photographie, alors qu'avant elle faisait des photos de mode mais aussi des photos dans la rue assez engagées. Et puis il lui a proposé de se mettre à la peinture, puisque lui était bien meilleur qu'elle à la peinture. Donc ça permet d'avoir un rapport de force vraiment pas sain. Et en parallèle, cette muse lui inspire nombre de tableaux. On la retrouve sur énormément de portraits, toujours en train de pleurer. Voilà, c'est encore une fois pour vous baser un peu le type de relation qu'il avait avec ces fameuses muses et ces modèles, et finalement des femmes qui ont partagé sa vie. Là, on est sur une relation amoureuse. On est à nouveau sur une relation amoureuse quand on pense aussi à une artiste qui, elle, ne s'est pas effacée au détriment de son compagnon, qui est Camille Claudel. Camille Claudel, grande sculptrice du 19e siècle qui a rencontré Rodin, puisqu'il a été son maître, il l'a formé. Déjà, juste ce rapport-là est assez intéressant. Il était plus âgé qu'elle, ils ont eu une liaison, une vraie relation d'ailleurs, qui a beaucoup, beaucoup influencé les œuvres de Rodin, mais aussi les œuvres de Camille, puisque la figure de Rodin y est présente, leur amour est présent. Et par la suite, quand ils se sont séparés, elle a essayé de prendre le contre-pied de tout ce qu'elle avait créé et de vraiment trouver sa propre identité. Et elle a très mal fini ses jours, puisque pour des raisons alors dites psychiatriques, mais il y a aussi vraiment toute la pression de la société, la pression de sa famille, ce genre de choses qui lui sont retombées dessus. Et puis les dégâts faits aussi par cette relation, finalement, l'ont amenée à être internée et à finir ses jours là-bas. Donc, assez triste fin. Vous allez me dire, là, je vous ai cité 2 muses où c'est des relations amoureuses. Alors, amoureuses, oui, et en même temps, on est quand même sur des rapports de domination. Donc déjà, cette nuance-là, je pense qu'elle est importante à mettre. Et ensuite, c'est comme pour les romantiques du 19e, il y a de la fascination, il y a de l'intérêt, il y a de la passion, mais l'amour est un peu... Même s'il a été là par période et que je ne suis pas dans le couple de ces personnes, c'est pas le moteur numéro 1, c'est pas parce qu'ils aimaient leur compagne qu'ils les ont représentés. Il y avait autre chose. Et c'est cette autre chose qui est hyper intéressant et qu'on peut retrouver de manière générale dans la création. Trop de femmes se sont effacées justement en étant des muses pour soutenir leur conjoint artiste, parce que soit elles leur faisaient de l'ombre et ils appréciaient pas, soit elles se dévouaient parce qu'il fallait bien que quelqu'un gère la baraque ou gère leur carrière, soit elles étaient juste trop occupées avec les enfants qu'il leur a fait entre-temps, et du coup c'est toujours au détriment d'une autre personne artiste aussi que ça se fait, cette relation. Aujourd'hui, je pense qu'on peut se détacher de cette notion de muse égale femme. C'est pas parce que dans la mythologie c'était des femmes, enfin ça reste symbolique, c'est une représentation, c'est censé être des divinités, personne les voit là de façon tangible. Le fait est que c'était 9 jeunes femmes, 9 muses, très bien. Je pense qu'on peut se dire toutes et tous que des muses, c'est vraiment des personnes avec qui on a une relation assez particulière dans la création et qui nous inspire. C'est vraiment pour moi la base. Et si j'en viens à faire cet épisode, c'est aussi pour ça. À titre personnel, les personnes qui ont été des muses dans ma vie, il y a eu quelques-uns de mes amoureux, mais pas tous, déjà.
Et ça veut pas dire que je les aimais moins, ceux qui m'inspiraient moins, voire pas. Ça s'exprimait totalement autrement. Et puis, mes amis le sont beaucoup, par exemple. J'ai ma meilleure amie, ça fait 12 ans que, franchement, je l'appelle moi-même une de mes muses parce qu'elle m'inspire pour plein de raisons. Et c'est un peu ces raisons-là qui sont, je pense, effacées sous couvert d'histoires d'amour qu'on raconte. Et parce qu'effectivement, les grands cas de figure qui ressortent, c'était beaucoup d'histoires d'amour. Parce qu'on racontait peu les relations amicales. Et puis parce que quand il y en avait, en fait, on va pas parler de muse. Quand deux hommes s'inspirent énormément, travaillent ensemble, etc., on va pas dire André Breton et Éluard sont la muse l'un de l'autre. Enfin, parce que c'est en termes d'inspiration, on n'y met pas les mêmes choses. On dit que muse, il faut être au cœur de la création de l'autre. Il y a un peu cette notion-là, et donc c'est plus facile de le faire quand on a une personne avec qui on a une relation amoureuse. Pour autant, je pense que d'une certaine façon, ils ont été muses l'un de l'autre. Ils se sont inspirés. Et je trouve que du coup, c'est cool de réfléchir un peu de cette façon-là. Je n'ai pas envie de pécho tous mes potes et pourtant ils m'inspirent et c'est pour ces personnes que j'ai le plus d'idées et certaines sortent du lot et sont mes muses parce qu'il y a déjà un intérêt qui est assez indescriptible mais qui est de l'ordre de l'émotionnel mais de mon côté dans le sens où ces personnes vont susciter de l'intérêt chez moi. Elles vont me fasciner par rapport à un comportement, elles vont peut-être incarner un personnage qui va avoir une plus-value dans sa façon d'être. Je pense, en disant ça, au film Les garçons et Guillaume à table de Guillaume Gallienne sur son histoire. Donc Guillaume Gallienne qui est comédien, une comédie française, qui raconte que quand il était plus jeune, en fait, il a toujours été assigné un peu un rôle de fille dans la fratrie. Il avait 2 frères très masculins et lui, il était plus efféminé et on a tout de suite mis une étiquette en mode lui, il est gay. Il a grandi avec ça et puis jusqu'au jour où il s'en est détaché, il a un peu reconnecté aussi avec une part de masculinité en disant bah non, j'aime les femmes et en questionnant un peu ce qui l'avait accompagné dans son comportement et ce qui le fascine chez ces femmes. Donc une forme d'inspiration finalement. Et il y a toute une scène qui est trop belle dans le film où il parle du souffle des femmes. Ce qui le fascine chez les femmes, c'est toutes ces respirations, toutes ces façons de parler, de s'exprimer, de s'émouvoir. Tout passe par le souffle. Et à quel point il y a des variations et c'est intéressant. Et du coup, on voit des jeunes femmes à ce moment-là qui sont en train d'encourager des gars en compétition de natation et c'est juste, ça parle et en fait c'est un peu ce rapport-là je trouve qu'on peut avoir à son ou sa muse. Il y a un rapport évidemment esthétique, un intérêt esthétique mais pas forcément d'attirance, encore une fois ça peut juste être de trouver quelqu'un de beau ou avec des traits qui sont particuliers qui suscitent cet attrait naturel de soit de très facilement arriver à dessiner cette personne, par exemple, de se retrouver dans ses traits d'une façon ou d'une autre. Et en plus de ça, une muse, une personne qui nous inspire, c'est pas forcément pendant 10 ans, hein, ça peut être pendant quelques mois. Et ça correspond aussi à un temps de soi, de création. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui nous inspire en ce moment? Est-ce que c'est plutôt les courbes? Est-ce que ça va être plutôt des lignes très droites? Et du coup, on va avoir une sensibilité qui peut être différente en fonction des personnes. Et dans le cas de la représentation visuelle, l'esthétique passe évidemment. Contrairement à la musique, où, encore une fois, là, on était plus sur de l'émotionnel, sur l'incarnation du personnage, ça va être sur les idées aussi de cette personne, les échanges qu'on peut avoir avec elle. Quelqu'un qui nous inspire, ça peut être au travers de conversations. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que les romantiques, ils rendent vraiment à l'état presque d'objet ces femmes en faisant des cadavres sur leurs œuvres. Il n'y a pas d'échange d'égal à égal, il n'y a pas ce rapport qu'on avait pourtant dans la définition de base de ce que c'est une muse en mythologie, à savoir vraiment quelqu'un qui va permettre à l'artiste d'avoir un nouveau savoir sur le monde, mais c'est elle qui a ce savoir, c'est elle qui le donne. C'est pas l'artiste tout seul qui le prend et qui, en gros, lui suce le sang jusqu'à la dernière goutte pour faire son truc. Ce qui peut être un peu, je pense, mal compris. Et quand on a un exemple comme Dora Maar, qui effectivement s'est fait vampiriser par Picasso, c'est là où la nuance, elle est intéressante et où la notion de muse, qui est associée à quelque chose de très positif, je pense qu'elle peut l'être aussi d'une certaine façon
négativement avec quelqu'un qui va nous générer beaucoup de rejet, beaucoup de colère ou autre, et du coup qu'on va représenter d'une façon ou d'une autre pour avoir un exutoire. La notion de muse aussi, c'est associé beaucoup à la représentation de la personne, mais on peut l'élargir un petit peu à ce qu'elle va générer chez nous. Ça peut être de raconter une histoire qui lui est liée, mais sans la représenter dedans, ou en prendre que des petites parties. Moi, je le vois là en ce moment avec les personnages que j'avais écrits, donc du coup pour mon roman. Ces personnages-là, c'est un mélange de plusieurs de mes proches. Pas forcément les personnes avec qui je suis la plus proche d'ailleurs, c'est ça qui est drôle, c'est que j'étais piochée un peu chez certains et chez certaines, et je m'en suis rendu compte après coup. En fait, ça vient nourrir tout ça, et du coup, quand ils ont des petites phrases au quotidien ou autre, ça vient nourrir ma créativité. Là, récemment, je l'ai partagé sur Insta, j'ai une de mes muses, à proprement parler, franchement, je peux la nommer comme ça. C'est une de mes amies qui a fêté ses 30 ans l'année dernière, en fin d'année, et je lui avais dit que je lui ferais un livre illustré avec toutes ces expressions. C'est quelqu'un qui a le chic pour mélanger des expressions françaises sans le faire exprès et en créer une nouvelle qui fait sens en plus, c'est ça qui est terrible. Et donc c'est très drôle parce que c'est quelqu'un, ça me fascine en fait. C'est ça, on retrouve le côté intérêt-fascination. Il y a un côté absurde à la situation de mélanger ces expressions-là et de les sortir genre comme si c'était normal. En même temps, il y a une logique et je me dis mais ce cerveau fonctionne si bien finalement. Ça questionne aussi la langue française de manière générale et en fait, tous ces petits trucs-là accumulés, moi, ça m'inspire beaucoup. Et donc, pour illustrer ces phrases, j'ai pas galéré du tout. C'est venu très naturellement, très instinctivement. Et je me suis même forcée à pas en faire trop parce que j'étais déjà en retard pour lui offrir son cadeau. Mais en vrai, j'en aurais bien illustré 10 de plus, quoi. Parce que ça vient tout seul. Et cette personne, même quand je la vois ou autre, il y a des petites choses chez elle qui me donnent envie de créer. Mais qui ne sont pas forcément liées à son portrait ou quoi que ce soit, et surtout qui ne relèvent pas de l'amour amoureux. À la rigueur, s'il doit y avoir de l'amour au milieu de tout ça, c'est de l'amour amical, c'est le fait que c'est des personnes auxquelles je tiens effectivement qui m'inspirent davantage. Je pense que en ça, on peut élargir du coup la notion de muse, des gens qui font partie de ta vie pendant plusieurs années, mais en tant qu'amis par exemple, proches, peuvent très bien t'inspirer tout autant, voire plus, que ton mec ou ta meuf. Et ne pas y mettre de rapport de force ou de relations sexuelles n'enlève absolument rien à la création en elle-même. C'est pas parce que Jean-Michel se tapait sa modèle à l'époque dans son atelier qu'il a pu créer plus facilement. Enfin, cette promiscuité, elle est induite par d'autres choses, mais c'est pas elle qui est à l'origine d'eux. Après, bien sûr, quand tu penses fort à quelqu'un, que cette personne, tu la trouves belle, bah, c'est plus facile de trouver des choses positives et de s'en servir pour représenter, pour créer en fait de manière générale. Donc l'amour et les muses, c'est certes un lien assez évident, mais c'est pas le seul lien et ça ne définit pas la figure de la muse. La muse, ça reste la source d'inspiration et ça reste une personne avant tout. Mais en soi, encore une fois, si on repart sur les définitions un peu de base de ce que c'était, les muses, ça pourrait très bien être un terme qu'on utiliserait pour des choses du quotidien, pour des sensations, pour des événements et pas forcément que pour des personnes. Ce serait nier aussi toute l'évolution de l'histoire de l'art autour de ça. Donc, on va pas partir si loin. Voilà, restons-en à vos potes ont droit d'être vos muses. Et vos mecs ou vos meufs ne sont pas forcément vos muses. Ça ne veut pas dire que vous ne les aimez pas. Il ne faut pas se vexer si jamais vous partagez la vie de quelqu'un de créatif et qu'il ne vous intègre pas dans son projet, dans la création à proprement parler. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas un rôle, que vous ne comptez pas. C'est hyper flatteur quand on crée pour soi et qu'on est inspiré de soi. Enfin, franchement, moi je l'ai toujours très bien pris, mais pour autant, c'est pas une preuve d'amour plus forte qu'un comportement au quotidien en fait. Et si vous avez une place dans le processus créatif de cette personne, dans sa création, c'est trop chouette et c'est un gage d'une relation aussi très alignée, je pense. Mais si vous n'y êtes pas, c'est juste que son prisme de son projet artistique, créatif, à ce moment-là, il se nourrit pas de ces choses-là, il va se nourrir d'autres choses. Ça veut pas dire que vous ne l'inspirez pas du tout et que vous ne pouvez pas avoir un rôle à jouer plus tard, peut-être, dans sa création. Et il y a toujours un moment où ça se mélange un petit peu en vrai. Voilà, je sais pas ce que vous avez prévu vous pour la Saint-Valentin, si vous allez créer des petits cadeaux pour votre moitié ou pas, si vous avez passé ça solo avec des potes aussi, pourquoi pas.
Dites-le moi en commentaire. Ça peut être sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous avez moyen de laisser des commentaires, c'est très cool. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles si vous avez aimé le podcast. Mais sinon, en DM sur les réseaux sociaux, @clocloclub sur Instagram, TikTok et Threads. Vous pouvez évidemment vous abonner au Clo-Clo Club, ça vous permettra d'avoir une petite notif mercredi prochain quand je sortirai un nouvel épisode. Comme ça, vous n'en ratez aucun. Et je vous invite à partager les épisodes que vous aimez bien à vos proches. Ça permet de faire grandir le podcast, ça soutient directement mon travail. Et qui sait, peut-être qu'un jour, ce sera vous au micro avec moi. Je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bye!